Si je résume très rapidement la problématique, et en plaçant justement la question économique, il y a une question d'offre et une question de demande. C'est-à-dire qu'il faut bien évidemment des consommateurs qui soient à même d'accéder à l'alimentation et accéder par leur pouvoir d'achat, donc qu'ils aient la capacité d'acheter leur aliment. Et nous savons que c'est une des grandes questions aujourd'hui, puisque 850 millions de personnes n'accèdent pas à l'alimentation, et certains à cause de la pauvreté, de leur pauvreté, donc une question de pouvoir d'achat. Et puis la deuxième question, c'est il faut qu'il y ait une offre et que cette offre soit rémunérée. C'est-à-dire qu'il faut que les producteurs et toutes les chaînes alimentaires qui alimentent donc la demande de produits alimentaires puissent être suffisamment bien rémunérés pour assurer quantitativement et qualitativement l'alimentation aux populations du monde. Au fond, qu'est-ce que décrit ce schéma? Ce schéma décrit une espèce de dynamique qui s'est mise en place ou qui se met en place dans presque tous les pays du monde. Et en fait, qui est très corrélée à l'augmentation du niveau de vie. Et l'axe vertical de mon schéma, en fait, c'est le PIB des pays. Et donc, plus je vais vers le haut, plus je vais vers des pays riches. D'accord ? Et l'axe horizontal, c'est la structure du régime alimentaire par grande catégorie d'apport en calories. D'accord ? Alors, pour bien comprendre le schéma, si je suis dans un pays encore pauvre, en tout cas au début de son développement économique, au fond, vous voyez que si je suis sur cette ligne rouge, le régime alimentaire moyen de la population, elle est constituée en termes d'apport calorique de 15% via des lipides, de 75% via des glucides et de 10% via des protéines. Quand on augmente, quand les pays se développent, et c'est ce qu'on voit dans les pays émergents, par exemple, on voit bien les transformations qui s'opèrent des régimes alimentaires dans les pays émergents, on monte donc vers le haut de ce graphique. Et quand on est dans des pays très développés, au fond, la structure du régime alimentaire a été beaucoup changée. Et là maintenant, 40% de l'apport calorique se fait via des lipides, 45% via des glucides, donc on a diminué considérablement la part des glucides, augmenté considérablement la part des lipides, et la part des protéines a sensiblement augmenté, mais un peu moins, puisqu'on a 15% de l'apport calorique. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'au-delà de cette évolution-là, on peut aller un tout petit peu plus loin. Quand on regarde la structure des apports en lipides, on voit des changements d'une autre nature. C'est qu'on voit dans cette évolution des apports en lipides une croissance très forte des apports en lipides libres, au fond des apports de matières grasses dans les régimes alimentaires, d'huile ou de beurre, en tout cas de matières grasses diverses et variées. Une réduction des lipides associés aux produits végétaux, donc une réduction de la consommation de végétaux contenant des lipides, et à l'inverse, une croissance des lipides portés par les produits animaux. En glucides, on a aussi une évolution considérable, puisque d'un côté, on a une baisse très forte des glucides complexes, je vais le redire tout à l'heure, mais très forte réduction des apports via des pommes de terre ou des produits en termes d'amidon, d'accord ? Mais par contre, une croissance forte des apports via des sucres simples, qui peuvent être via des sucres ajoutés, ou en tout cas des glucides simples. Et dernier changement au niveau des protéines, une substitution très forte entre l'apport de protéines végétales par des protéines animales. Donc on a une modification très forte qui s'opère au fur et à mesure du développement économique des pays. Donc à la fois sur la structure, sur mes trois piliers, mais en même temps à l'intérieur de chacun des piliers, qui changent considérablement les régimes alimentaires. Qu'est-ce qu'il en est selon les catégories sociales et selon donc les catégories au sein des populations? Ici, j'ai un travail qui a été fait par Nicole Darmon et qui examine la consommation de quelques catégories de produits selon les niveaux de revenus en France. À gauche, la colonne là, qui s'appelle IA, ce sont des groupes qui sont en insécurité alimentaire. Donc des catégories précaires, de personnes précaires en situation très défavorisée, qui donc sont en situation de ne pas être capables d'acheter totalement, à couvrir totalement leurs besoins alimentaires de manière régulière. Et puis au fur et à mesure qu'on va vers la droite, on va vers des niveaux de revenus plus élevés, avec plusieurs quartiles. Donc on a 25%, le SA1 c'est le 25% avec les revenus les plus faibles, et le SA4
c'est le 25% aux revenus les plus élevés. Et quand on regarde les consommations alimentaires en grammes par personne et par jour, on voit très clairement, par exemple, une très forte croissance des fruits et légumes, de la consommation de fruits et légumes, c'est ma courbe en vert tout en haut, depuis les catégories à faible revenu ou en insécurité, jusqu'aux catégories à revenus les plus élevés. On voit une baisse de la consommation des féculents quand on va vers la droite, on voit une baisse des plats préparés, on voit une baisse des produits sucrés, on voit une stabilité à peu près des consommations de viande, mais avec une substitution entre la viande et le poisson quand on va vers des catégories plus élevées. Qu'est-ce qui ressort? Les études qui sont faites maintenant depuis une quinzaine d'années sur ces questions-là restent controversées quant à la relation au revenu. Il y a certaines études qui montrent qu'il y a un effet déterminant du revenu, d'autres études qui sont un peu plus ambiguës quant à l'effet du revenu. Par contre, toutes convergent sur l'effet éducation. Donc le niveau d'éducation est clairement un déterminant majeur qui explique la variabilité au sein de la société des régimes alimentaires, et donc avec cette différenciation qu'on peut repérer tout le long du gradient social. Qu'est-ce qu'il en est des dépenses alimentaires des ménages? Un point important, c'est il est clair qu'en termes de pourcentage des dépenses alimentaires sur le budget total des ménages, la part a considérablement diminué au cours des 30 dernières années. Donc le budget, la part en pourcentage, le budget alimentaire, le budget dédié à l'alimentation a considérablement baissé en une trentaine d'années, et il doit être de l'ordre de 16%, aujourd'hui 16-17% des dépenses alimentaires du ménage. Donc il est passé d'une période où il était facilement à 25% à aujourd'hui autour de 16% en moyenne. Mais quand on regarde ce budget, cette proportion selon les catégories sociales, forcément on voit un poids du budget alimentaire qui va être très différent selon les catégories sociales, avec moins de 13% dans les catégories élevées, aisées, et plus de 20% dans les catégories défavorisées. Donc le poids de l'alimentation, le poids en termes de pourcentage, est clairement nettement plus fort dans les catégories défavorisées. Et cet écart-là, il sera encore plus fort si on enlevait des dépenses, les dépenses contraintes, le logement par exemple, si on enlevait les dépenses qu'on est obligé de faire pour se loger. Finalement, dans les dépenses hors dépenses contraintes, le poids de l'alimentation et la disparité du poids de cette alimentation selon les budgets serait encore plus forte entre les catégories sociales. Si maintenant on regarde en valeur absolue le montant des dépenses alimentaires, j'ai fait un petit calcul là avant de venir sur les données d'achat des ménages. Si on prend les 20% qui dépensent le moins en aliments pour les consommations au domicile, jusqu'aux 20% des ménages qui consomment le plus pour leurs dépenses à domicile, le premier quintile, celle qui dépense le moins, dépense en moyenne aujourd'hui autour de 3 et 4 euros, entre 3,5 et 4 euros par jour et par personne. Donc la dépense alimentaire d'achat pour les consommateurs à domicile, c'est entre 3, 5 et 4 euros par personne et par jour. Sur les personnes, les 20% qui dépensent le plus, on est à 10 ou 12 euros par personne et par jour. Donc on a un écart de 3 en valeur absolue entre la dépense alimentaire des ménages les plus contraints économiquement et par rapport aux ménages les plus aisés. Donc on a une forte disparité, et du coup la question qu'on doit se poser, je pense, c'est au fond avec 3,5 euros par jour ou avec 4 euros par jour, 4 par personne et par jour, est-ce que finalement les prix, le système de prix, les revenus permettent effectivement de consommer de manière à sauver la planète sur le plan environnemental ou de manière à finalement être capable d'assurer une qualité nutritionnelle favorable à la prévention d'un certain nombre de maladies chroniques. Le point important, c'est que du coup, les consommations qu'on le voit dans les catégories, on va dire, un peu moins favorisées, posent la question de leur impact de santé. Je le dis, on est plutôt sur des consommations qui vont être plus denses en énergie, avec moins de fruits et légumes. On est très loin des 5 fruits et légumes qui sont recommandés par toutes les campagnes publiques. On peut être loin des objectifs en termes de couverture par les produits laitiers, etc. Donc on est loin des recommandations nutritionnelles. Et au fond, la question, c'est dans ces catégories-là, on a probablement des effets qui sont
plutôt défavorable du point de vue de la prévention de santé, ce qui peut contribuer à expliquer ce que je disais tout au début de mon introduction, la prévalence de l'obésité et la prévalence d'un certain nombre de maladies chroniques qui s'ensuivent. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, je ne prétends pas que l'alimentation est le seul déterminant. Il y a plein d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Il ne faudrait pas oublier l'activité physique et la sédentarité, qui est un point important, et puis les conditions de vie de manière générale, qui pèsent dans tout ça. C'est quid des prix et des revenus, au fond, comme élément d'explication des consommations alimentaires et des régimes alimentaires dans les catégories qui sont les plus démunies. Je vous donne juste quelques exemples. Ici, c'est un travail fait par Pierre Combris sur les prix des légumes et des corps gras ou des produits gras sur la période 70-2000. En bleu, ce sont les prix des légumes, en rouge, les prix des corps gras. On part du même indice. Vous voyez qu'au cours de cette période, le prix relatif change entre les deux catégories de produits. C'est un exemple, mais on pourrait le montrer sur plein d'autres exemples, où au fond certains produits deviennent plus chers que d'autres, où l'écart entre les produits se modifie, se transforme au cours du temps. Autre exemple, à gauche, c'est entre les poissons frais, dont les prix relatifs augmentent, et en bas, ce sont les poissons en conserve ou surgelés. Donc le fait d'avoir une transformation industrielle va permettre une baisse du prix relatif du produit par rapport à sa variante fraîche. C'est vrai sur les poissons, c'est vrai sur les légumes, c'est vrai dans toute cette catégorie de produits. Quelles conséquences ça a, ça, si je reviens après ce petit détour, sur les enjeux de santé? Une des conséquences, c'est que si maintenant on compare aux calories apportées, les aliments entre eux, on va voir apparaître des différences dont on peut supposer qu'elles n'ont pas nécessairement des effets totalement favorables du point de vue de la santé. Ici, c'est un travail qui a été fait sur différentes grandes familles de produits. Il est en anglais, mais je vais vous le décrire. En abscisse, donc sur le plan horizontal, on a un indice, je passe rapidement, sur un indice de qualité nutritionnelle du produit par 100 kcal apportés par le produit. Et en vertical, c'est un indice de prix, là aussi pour 100 kcal apportés. Et vous voyez qu'il y a une croissance du bas en gauche vers le cadran en haut à droite, qui nous dit que quand on regarde sur l'ensemble des grandes familles d'aliments, on a plutôt une relation positive entre un accroissement de la qualité nutritionnelle de l'aliment et son prix. Et donc si on prend complètement à droite, on a des catégories de fruits et légumes qui vont être qui apportent peu en calories. Mais quand vous êtes amené à essayer de satisfaire un régime alimentaire qui doit couvrir par exemple 2000 kcal par jour, vous voyez bien que ça va être plus facile de le faire à un moindre coût si vous allez chercher des aliments qui sont plutôt en bas à gauche qu'en haut à droite. Donc les prix relatifs des grandes familles d'aliments, au fond, s'inscrivent dans ce schéma général qui peuvent avoir effectivement des effets qu'on peut imaginer un peu défavorables du point de vue de la santé. Pour 4 ou 5 euros par jour, on a un gradient très fort, c'est-à-dire que pour 4 ou 5 euros par jour, on peut aller d'une faible qualité nutritionnelle jusqu'à un niveau de qualité nutritionnelle assez élevé, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a certainement un effet économique, revenu, mais le critère économique ne suffit pas. Et il ne suffit pas à expliquer la variété des comportements alimentaires. Et au fond, je reviens sur ce que j'avais annoncé tout à l'heure, la variable éducation, la variable attitude ou comportement vis-à-vis des enjeux de santé est nécessairement un élément qui joue aussi fortement pour expliquer la variabilité des consommations et des impacts de santé. Et la question maintenant que je voudrais essayer de discuter, c'est compte tenu de ce schéma général, qu'est-ce qu'on peut dire des impacts ou des conditions possibles d'une amélioration de la qualité nutritionnelle des aliments transformés, des aliments industriels, dont on a vu qu'ils participent maintenant de manière majeure au régime alimentaire des individus et en particulier des catégories les plus défavorisées. Qu'est-ce qu'on peut attendre déjà en termes de santé? Est-ce que finalement c'est un enjeu? Est-ce que c'est déjà un enjeu du point de vue de la santé? On a tendance à penser que oui. Alors il y a un certain nombre de travaux qui ont été faits. Si je prends juste un ou deux exemples, sur des données américaines, alors qui sont beaucoup plus loin que nous, beaucoup plus loin que nous en Europe, en termes de prévalence d'obésité ou de maladies associées aux pratiques alimentaires. Mais dans un pays comme les États-Unis, à consommation constante, supposons que les consommations ne changent pas,
une réduction de 20% des sucres ajoutés dans les aliments aurait comme effet une réduction de 4 à 5% de la prévalence d'obésité et de 4 à 5% de la prévalence du diabète de type 2. Donc c'est des effets qui sont significatifs en termes de santé publique et qui donc peuvent avoir un intérêt quand bien même les consommations alimentaires ne bougeraient pas. De la même manière, une réduction des consommations de sel ou une réduction des teneurs en sel des aliments, les individus mangeant les mêmes aliments, simplement un peu moins salés, participerait, cet effort-là, cette réduction-là, participerait aussi de manière significative à la prévalence de certaines maladies cardiovasculaires et pourrait, par exemple, réduire sensiblement certaines pathologies associées à des consommations excessives de sel. Donc on a de bonnes raisons de penser que la réduction des compositions, de l'amélioration de la composition nutritionnelle des aliments, quand bien même les consommations alimentaires ne changeraient pas, pourrait avoir des effets significatifs en termes de santé publique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette thématique générale aujourd'hui? Le premier point sur lequel je voudrais insister, et qui ressort de pas mal de travaux, c'est que quand on regarde les compositions nutritionnelles des aliments disponibles sur le marché, quand bien même on resserre sur des types d'aliments très comparables, on observe une très forte variabilité des compositions nutritionnelles. Là, j'ai pris un exemple qui est issu des travaux qui sont menés dans l'Observatoire de la qualité de l'alimentation en France, observatoire qui a été mis en place justement pour suivre l'évolution de la qualité nutritionnelle des aliments transformés sur le marché. Là, j'ai un schéma qui positionne dans la catégorie de produits qui sont les jambons supérieurs. Donc un jambon supérieur qui est disponible dans toutes les grandes surfaces de France, mais qui se trouve ailleurs aussi, et qui donc positionne les références disponibles sur le marché. Donc chaque cercle, c'est un produit du marché, dans un espace qui est, dans un plan qui est en abscisse la teneur en lipides et en verticale la teneur en sodium. Chaque cercle donc correspond à un produit du marché, à une marque si vous voulez, et la taille du cercle correspond à la part de marché du produit en question. Et vous voyez que sur cette famille de produits qui sont les mêmes produits, on a une dispersion considérable en termes de teneur en sel et de teneur en lipides. Et cette dispersion, on la voit dans plein de familles de produits, on la voit en France, mais on la voit aussi dans d'autres études qui ont été faites dans d'autres pays. On a une variabilité considérable et qui n'est pas nécessairement reliée aux marques, au type de marque et au prix. En fait, quand on se balade dans ce plan-là, on n'a pas nécessairement des prix plus élevés dans les produits qui sont moins riches en sel ou moins riches en lipides. Quand on regarde dans des familles d'aliments, il n'y a pas de corrélation très claire entre le type de marque et les prix et les caractéristiques de composition. Je vais essayer de conclure maintenant, au fond, en revenant sur cette dynamique-là que j'ai discutée. Donc j'aurais envie de dire, première chose, la dynamique est engagée. Au fond, on voit bien qu'il y a une vraie préoccupation qui est passée dans les esprits, tant du côté des consommateurs que des entreprises, et, dont on voit, et sur lesquels, à partir de laquelle on voit bouger des choses. Je crois qu'elle est encore trop faible pour finalement avoir des impacts repérables en tant que tels au point de vue des dynamiques de santé. Et au fond, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est encore trop faible. Tant qu'on reste dans des dynamiques de reformulation dans le cadre des technologies existantes. Autrement dit, quand on se déplace dans un espace des caractéristiques qui est celui qui est déjà existant, les coûts existent, mais ils sont relativement faibles, on va dire. Et au fond, la contrainte majeure n'est pas nécessairement dans les coûts, même s'il y en a, parce qu'il faut refaire des recettes, etc. Mais il y a des éléments de coût qui peuvent apparaître dès lors qu'on veut pousser plus loin la dynamique engagée. Il y a un deuxième élément qui peut permettre d'expliquer aussi peut-être l'effet un peu faible, en tout cas, qu'on a à ce stade, c'est l'information des consommateurs. Au fond, dans l'ensemble du pays en tout cas, et les enjeux en termes d'étiquetage, que je ne vais pas développer ici, mais les enjeux en termes d'étiquetage sont majeurs du point de vue de la compréhension des consommateurs en termes de caractéristiques des produits et d'une information qui va leur permettre aussi de comparer ou d'identifier les produits au regard des caractéristiques qu'on a mentionnées précédemment. Mais j'ai rajouté un troisième facteur qui me semble important sur cette dimension de la nutrition
et qui, au fond, explique une part majeure des difficultés. Au fond, quand on regarde comment se comportent les consommateurs, il y a clairement une tension, pour une bonne partie d'entre eux, entre la dimension de santé et la dimension que je vais appeler hédonique, sensorielle. Et au fond, quand vous dites à quelqu'un que le produit contient moins de sel, au fond, il y a, pour une partie des consommateurs, l'idée que ça sera moins bon. Et donc là, il y a une assimilation entre la dimension, on va dire, hédonique et la dimension de santé, qui est une vraie difficulté dans la dynamique du système, parce qu'elle impacte aussi les stratégies industrielles. Je donne juste un exemple. Imaginez que vous êtes dans une rue avec 2 boulangeries. Le pain est un contributeur d'apport en sel pour les consommateurs. Imaginez qu'un des 2 boulangers, voulant satisfaire des enjeux de santé publique, diminue les teneurs en sel. Le risque qu'il court, c'est qu'une partie de ses consommateurs partent vers l'autre boulangerie, dès lors que les consommateurs anticipent que la réduction de la teneur en sel aura un effet négatif sur le plan sensoriel. Et donc, on a un risque commercial, un risque concurrentiel qui va être majeur du point de vue des perceptions sensorielles, gustatives, par les consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, première chose, que d'une certaine manière, si vous réduisez les teneurs en sel, il vaut mieux pas le dire. Et donc, de cette manière, pour éviter d'avoir des conséquences ou des risques négatifs du point de vue d'une assimilation santé, plaisir sensoriel, d'une certaine manière, il faut que les transformations s'opèrent plutôt sans trop en faire la publicité. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que si vous voulez avoir des effets majeurs, vous avez besoin d'une coordination entre les 2 boulangers. C'est-à-dire qu'il faut que les 2 bougent ensemble. D'accord ? Et il faut qu'ils bougent ensemble de telle manière que ça reste acceptable par les consommateurs pour pas qu'ils partent dans une 3e boulangerie. Et donc vous avez besoin, finalement, d'agir sur l'ensemble de l'industrie. Et donc il faut une coordination, il faut un effet collectif du secteur industriel. Et c'est là à la fois toute la difficulté et en même temps le rôle, s'il y a un rôle des politiques publiques à assurer, pour assurer cette coordination qui ne va pas se faire toute seule dès lors qu'on est sur un marché concurrentiel, pour faire en sorte que les changements s'opèrent de cette manière. On voit que sont interpellés les pouvoirs publics, sont interpellés les entreprises, tous les acteurs économiques, sont interpellés aussi les consommateurs, et puis sont interpellés aussi les médias, je crois, puisqu'il y a maintenant sont quand même de très gros vecteurs de messages. On est au milieu du gué. Il faut pouvoir aller plus loin et en fait, et notamment je constate que ce besoin donc, de travailler de façon coordonnée et collective est quelque chose d'important. Il faut que la politique publique s'intéresse à la structure de prix et de coûts et qu'elle se pose la question justement de est-ce qu'une politique de qualité alimentaire, ça ne suppose pas de revoir la politique de prix de coûts, mais en faisant en sorte que le consommateur peut-être accepte, peut-être pas accepte, mais enfin, puisse, si l'on veut accéder à la qualité, qu'il puisse avoir le pouvoir d'achat pour cela. Il faut peut-être revoir le mode de raisonnement pour aller vers une meilleure santé publique, mais par rapport au prix de l'aliment et pourquoi pas la valeur nutritionnelle de l'aliment. Voilà, c'est la question que je pose. Une campagne manger 5 fruits et légumes. C'est moi qui l'ai lancé. C'était une bonne idée, mais quel est l'effet? C'est que, pour moi, économiste, c'est augmenter la disposition à payer des consommateurs pour les fruits et légumes. Donc si vous cherchez à faire une campagne de ce type-là, c'est bien que vous cherchez à donner plus de valeur aux fruits et légumes en les associant non seulement au fait que c'est bon à manger, mais qu'en plus, ça a une vertu additionnelle, c'est que c'est bon pour la santé. Et donc les campagnes visent précisément ça, visent précisément à augmenter la disposition à payer des consommateurs. En pratique, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça augmente la disposition à payer des consommateurs qui étaient déjà prêts à payer. Autrement dit, ça augmente le spectre des dispositions à payer, et le risque quand même, c'est qu'un accroissement des inégalités qui soit induit par ce fait-là.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les campagnes, mais qu'il faut toujours avoir deux indicateurs en tête. C'est que l'un qui est celui de l'efficacité, au sens où il va permettre de déplacer la valeur moyenne des dispositions à payer, et un indicateur d'inégalité qui doit garder quand même un œil sur qu'est-ce qui se passe du point de vue des catégories sociales les plus défavorisées, qui ne sont pas forcément les plus extrêmes, en tout cas il y a un gradient. Voilà. Et moi, mon idée, c'est que quand même, on ne peut pas régler les deux problèmes avec un seul outil. Et que donc il faut à la fois faire les campagnes pour déplacer la distribution d'ensemble, quand bien même qu'il peut avoir un effet d'augmentation de la distribution à payer d'une fraction des consommateurs, et rattraper l'effet d'inégalité par d'autres outils qui vont peut-être être subventionnés pour certaines familles démunies, les fruits et légumes. Donc d'avoir deux outils qui permettent de tenir à la fois un effet d'efficacité et un effet de prise en compte des inégalités.